La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Depuis les années 70, comment ce qui devait être un jouet éphémère pour enfants est devenu 4 décennies plus tard l'une des plus grosses industries mondiales du loisir? Comment les jeux ont-ils innové? Comment les consoles se sont-elles succédées? Pourquoi les joueurs ont-ils évolué? Et comment nos manières de jouer ont-elles changé? Toujours plus vite, plus fort, plus loin. Pourquoi, 40 ans plus tard, sommes-nous toujours plus nombreux à jouer aux jeux vidéo? Voici 2 joueurs, ou plutôt 2 générations de joueurs de jeux vidéo. Les jeux vidéo, qui ont déjà vu passer depuis les années 70 plus de 8 générations de machines, plusieurs milliers de jeux et conquis des millions de joueurs à travers le monde. Pour Liam, rien de plus commun que de jouer à la manette sans fil ou de glisser son doigt sur un écran tactile pour se déplacer. Pour lui, Mario Bros, la 3D ou les consoles connectées ont toujours existé. Pour son père, Bertrand, qui fait partie à 33 ans de la moyenne d'âge d'un joueur, le jeu vidéo n'a pas toujours été celui que connaît son fils. Aujourd'hui, si rien n'est plus commun que de jouer sur sa console ou son téléphone portable, les jeux vidéo, après seulement 45 ans d'existence, ont déjà une grande histoire et connu de nombreuses controverses à la fin du siècle dernier. Même plus besoin de mettre un franc dans la fente, les machines à jouer chez soi sont intégrées ou couplées avec le téléviseur. Une épopée qui débute dans les années 70 et dont certains se souviennent encore avec nostalgie. Au tout début, il y a eu ma console Pong, voilà, qui a été très importante puisque c'est la première fois que je voyais une image manipulable sur un écran. Service à marque, tout est encore possible. Très bonne reprise de volée, retour croisé, égalisation. Je suis tellement vieux qu'il n'y avait pas de cartouches dessus en fait. C'était les consoles noir et blanc avec le petit curseur où on choisissait parmi les 10 jeux proposés, qui étaient tous à base de gros pixels et de bâtons, donc les variantes de Pong. Sur la boîte, je me rappelle, il y avait un truc où c'était censé être un jeu de football, et je me suis dit, putain, ça va être génial. Et c'était donc 10 bâtons, un énorme Pong, c'était complètement nul, et c'était en noir et blanc, et ça se branchait sur la prise antenne, il n'y avait même pas de prise Péritel à l'époque. Papa, tu viens jouer? Pour 300 francs environ, les prix ont beaucoup baissé, le petit écran se transforme en terrain de football ou en court de tennis, les adversaires se renvoyant la balle grâce à une commande manuelle. Et même avec ce truc-là, qui était vraiment rétrospectivement pourri, j'étais déjà super accro. On avait quelques consoles Pong qui étaient importées au début, puis après on a eu quelques consoles Pong locales, comme les consoles Seb par exemple. Le vidéojeu Philips est en vente chez votre spécialiste télévision. Mais le Pong, c'était un petit peu un coup. Tout le monde a joué au Pong. Franchement, moi, comme la plupart des gens, on pensait pas que ça allait déboucher sur ce qu'était le jeu vidéo. C'était au début juste un gadget, un truc rigolo, que tout le monde a joué pendant 3 mois et puis a rangé au fond du placard après. On pensait pas qu'il y aurait une suite. Alors fini le rôle de la télévision à sens unique, de l'émetteur vers le récepteur, sans doute, d'autant que les innovations techniques n'en sont qu'à leur début. Des débuts qui, avant d'infiltrer les foyers français, envahissent les bars et centres commerciaux via les bornes d'arcade, technologiquement supérieures aux consoles de l'époque. Au départ, c'était des flippers, et puis petit à petit, dans les salles d'arcade, sont arrivés les premiers jeux vidéo. On est passé en fait des machines un peu qu'on trouvait dans les fêtes foraines, les électromécaniques, et les flippers ont beaucoup fait aussi pour l'avenue du jeu d'arcade. Et fin des années 70, on avait tous les hits qui commençaient à arriver. Les ados se ruent en masse dans les salles d'arcade de l'époque et découvrent sur leurs écrans ce qui deviendra les premiers grands classiques du jeu vidéo. Ça a été vraiment la révolution à partir de Space Invaders. Et après, ça a continué avec Galaxian, Pac-Man notamment, qui a fait vraiment exploser le marché. Et ça s'est mis à marcher de plus en plus. Ça a donné le goût à beaucoup de gens qui après donc ont craqué pour acheter une console, etc. Et donc ça a marché vraiment très très fort pendant vraiment des années et des années. De plus en plus accro, de plus en plus pro. À la super castagne électronique, Danny s'entraîne 2 heures par semaine.
Stratégiquement, entre la gare et le lycée, où moi j'étais en province à l'époque, il y avait 2 salles d'arcade qui se faisaient face à face, qui avaient tout compris à la vie. Et les mecs se sont mis sur le chemin de tous les lycées pour aller à la seule gare de la ville où j'habitais. Donc globalement, j'ai raté un nombre de trains assez affolant. Et ma mère comprenait pas ce que je faisais de mon argent de poche. Pardon. La technologie arcade et le succès de ces salles connaîtront une progression importante jusque dans les années 90. Les joueurs voient débarquer de grands éditeurs japonais comme Namco ou Sega et les grands titres se succèdent à chaque nouvelle évolution technologique. Afterburner et Space Harrier m'ont vraiment cloué au niveau gameplay technologique. J'ai beaucoup aimé Double Dragon à l'époque en arcade. L'arcade, effectivement, c'est une vitrine technologique pendant quand même de longues années. Jusqu'à l'arrivée de la 3D, ils étaient les rois. Et puis après, ils se sont été un petit peu largués. Franchement, ils n'ont pas pris le virage, les fabricants d'arcade n'ont pas pris le virage de la 3D. Et ils se sont retrouvés un petit peu dépassés. En plus, il y a eu la qualité. À l'origine, il y avait un décalage énorme entre des jeux d'arcade qui étaient d'un niveau et les jeux de console, les conversions, c'était beaucoup moins bien. La seule chose vraiment que peut proposer l'arcade, c'est en fait tout ce qui se rapproche d'une attraction, c'est-à-dire de périphériques qu'on ne pourrait pas avoir donc à louer au jeu, qu'on ne pourrait pas avoir chez soi. Mais si l'arcade reste leader du jeu vidéo jusque dans les années 80, une petite révolution se prépare alors dans le salon. Le jeu vidéo console est vraiment arrivé avec quelques années de décalage par rapport aux États-Unis et c'est arrivé par le biais vraiment de l'Atari 2600. Atari, c'est une société américaine qui est née en 1976, qui est 100% américaine puisque c'est une filiale de la Warner que vous connaissez et qui a une caractéristique intéressante, c'est d'avoir eu la progression la plus grande de toute l'histoire des États-Unis. La première console véritable qui a marché, c'est l'Atari 2600. Elle est sortie aux États-Unis, si mes souvenirs sont bons, en 77, et elle est sortie en France qu'en 81. 4 ans après les États-Unis, la France succombe à son tour au géant Atari, qui devient leader sur le marché mondial du jeu vidéo, avec plus de 30 millions de consoles vendues. Ça avait eu un triomphe extraordinaire aux États-Unis. Atari avait de nombreux succès, Missile Command, et des tonnes de jeux comme ça, Centipede, etc. Moi, le premier jeu que j'ai eu, c'était la conversion d'un jeu d'arcade japonais, qui est Space Invaders. Je crois que tout le monde connaît quand même, ça a fait son chemin. Henri, ils reviennent! Henri! Appelle Nicolas! 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 Même les parents peuvent jouer. D'un seul coup, il y a ça, je peux l'amener à la maison, je peux jouer à Space Invader, à tous ces jeux. Oh, quelle merveille! Alors ça, vraiment, c'était l'orgasme, quoi. Vraiment, je savais plus où j'habitais. Tous les mois, de nouveaux jeux vont naître de l'imagination débordante d'Atari. Atari, les défis de l'imagination. Atari va donc déferler sur la France. Pour certains, c'est la catastrophe, car cette puissante société américaine va rafler tous les marchés. Pour d'autres, c'est un bien, car Atari va donner une image aux jeux vidéo et aux micro-ordinateurs à la maison, une image d'objet de consommation courante à relativement bon marché. Soyons clairs, c'était vendu exclusivement dans les magasins de jouets et dans les grands magasins au rayon jouets quand c'était Noël. Mais pas question d'en trouver à la Fnac ou d'en trouver chez Virgin ou encore moins dans les supermarchés. C'était très clair. Au début, c'était un truc pour les gosses. Voilà, un jouet. Il y a un événement qui est assez important dans l'histoire du jeu vidéo, c'est 79. C'est un procès qui va opposer Activision et Atari. Donc Activision qui sont d'anciens employés de chez Atari. Il y avait un problème, c'est qu'ils ne payaient pas les gens. Donc ils faisaient tous les jeux en interne, mais ils leur donnaient vraiment peanuts, quoi. Ils leur donnaient vraiment... ils avaient un salaire, point. Et alors les bénéfices, il y avait des jeux, parce qu'au début ça marchait du feu de Dieu, il y avait des jeux qui rapportaient des dizaines de millions, hein, et ils touchaient rien du tout. Alors ils ont craqué, et il y en a plein qui sont partis et qui ont fondé des boîtes. Atari les a attaqués, et ils ont perdu en justice, parce qu'ils n'avaient pas un contrat bétonné, comme ça s'est produit par la suite.
Et ce procès contre Atari voit apparaître les premiers petits éditeurs indépendants, comme Activision, à qui l'on doit aujourd'hui des jeux comme Guitar Hero ou Call of Duty. Et donc Activision gagne, l'affaire donc fait jurisprudence, et à partir de ce moment-là, n'importe qui peut développer des jeux sur Atari 2600. Mais ça veut dire que tout le monde pouvait faire n'importe quoi, tout le monde pouvait faire son jeu et le sortir. On va avoir en 2-3 ans un marché où des gens qui ne savent pas faire du jeu, qui font des jeux donc mauvais, vont flouder le marché. Mais il est sorti des milliers de jeux, mais tous plus nuls les uns que les autres. Ah, il y avait des très bons jeux faits par Activision ou d'autres autres boîtes, mais il y avait une... Et ça a complètement tué le veau d'or. On peut citer par exemple Atari qui sort un E.T. Après une décision complètement irraisonnée d'un des cadres de la Warner qui a acheté sur un coup de tête la licence et qui demande à un programmeur de faire le jeu en 6 semaines. E.T. le voilà, je ne vais pas vous décrire tout le jeu parce qu'il est assez long, mais là il s'agit d'un jeu d'aventure où voilà E.T. qui, vous voyez, tombe dans des puits, a subi de nombreuses aventures avant de reconstituer les 3 éléments du téléphone qui vont lui permettre d'appeler Elliot, son ami, et appeler ses amis dans l'espace qui viendront le rechercher sur Terre. Bien, on passe à un autre vite. Les jeux vidéo qui ont tant fait fureur se révèlent n'avoir été que des jeux de paille. En 4 ans, le public s'en est lassé, beaucoup plus séduit par les ressources des micro-ordinateurs. Surenchère de mauvais jeux et faillite des éditeurs, dès 1983, ce jouet que certains décrivaient comme révolutionnaire est définitivement enterré. L'avenir est désormais à l'ordinateur. Je peux le soulever, il n'y craint rien. Voilà, il est là, le micro-ordinateur. C'est-à-dire que le relais de demain, c'est faire, si vous voulez, l'idée, c'est par les jeux, c'est faire pénétrer la micro-informatique à domicile. Voilà l'idée qu'il ne faut pas perdre de vue. Après le crash, ce qui se passe, c'est que le jeu vidéo va essentiellement se développer sur les micros. L'industrie a considéré que c'était terminé les consoles, que ça n'existerait plus, que l'avenir était uniquement aux ordinateurs. Les logiciels que nous allons faire maintenant sont des logiciels faits en France, avec des éditeurs français. Le jeu vidéo français, à l'époque, c'est vraiment développé sur les micros et n'a pas été intéressé forcément par l'arcade et les consoles. Fait en France et dupliqué en France. Oui, ça on verra. La machine qui vraiment a fait la révolution aux États-Unis, c'est le Commodore 64. Marie-Lou s'amuse beaucoup quand elle fait son algèbre. François Bellil termine les plans de magasin. Ils font tout ça et plus encore avec un Commodore 64. Le Commodore 64, c'est une machine qui a été proposée à vraiment un bas prix. Il s'est vendu à des millions puisque le Commodore 64 est jusqu'à aujourd'hui le modèle unique d'ordinateur le plus vendu dans le monde et ça a créé toute une génération de développeurs. Ils faisaient des jeux comme on faisait des BD à l'époque, avec quelque chose à raconter. On privilégiait peut-être un thème plus profond, des graphismes vraiment plus esthétiques. On accordait beaucoup d'importance à l'ambiance, à dépayser le joueur avec des thèmes fantastiques, de SF, vraiment transporter le joueur plus que de le faire jouer tout de suite. Et l'Amstrad CP64 donc qui est arrivé après, là ça a commencé à devenir très sérieux au niveau jeu parce qu'on a eu beaucoup de jeux. Avec l'Amstrad 6128, le micro-ordinateur complètement très bien, vous avez la totale. Apprendre l'anglais sans se prendre la tête. Moi j'avais un Apple IIc et mes camarades de classe de plus en plus avaient le fameux Amstrad CPC 6128 avec évidemment Renegade, Tarnet Renegade. Tous les grands classiques de l'époque. CM1, CM2, c'est l'âge où tu commences à pouvoir aller tout seul chez les potes, où les potes viennent chez toi, donc c'était vraiment le moment où les jeux vidéo sont devenus un vrai partage pour moi. On essayait de se faire les scores, on jouait à Gauntlet à deux, chacun sur un bout de clavier, enfin, il y avait vraiment, j'ai redécouvert les jeux vidéo à cette période-là. Pour les accrocros. Et ce qui est intéressant avec la culture micro qui va se développer, c'est que non seulement on peut jouer à des jeux, mais aussi on peut les programmer. C'est à cette époque-là que vont se former les premiers programmeurs et les premières équipes qui vont faire du jeu européen. Mais moi j'aimais bien l'idée de programmer, donc de temps en temps,
Je prenais un truc comme ça, puis j'allais sur l'ordi, j'essayais de programmer. Bon, ça n'a jamais marché. J'ai jamais réussi à faire un seul programme qui fonctionne. J'avais toujours une erreur, une syntaxe error. La console, c'est vraiment du jeu vidéo et point. Et moi, j'aimais bien bricoler. J'aimais bien pouvoir bricoler les jeux. J'aimais bien ce genre de sensation. Et cette espèce de sensation de liberté ou de pouvoir faire autre chose avec, même si au final, tu joues à 90%. On a un ordinateur. L'ordinateur, on peut faire peut-être des choses intéressantes. On peut jouer. Et en plus, on pourra s'échanger les jeux entre amis. J'espère qu'un jour, on arrivera à me dire comment c'est possible que moi, dans ma ville de province, donc Reims, j'ai réussi à avoir autant de jeux, que ce soit sur Amstrad ou sur Amiga, juste par échange avec des copains. Gadget peut-être, mais très performant. Selon vous, ça n'est pas un attrape-couillon, c'est le dernier perfectionnement de la technique en la matière. C'est-à-dire que c'est un perfectionnement technique mis à la disposition du public. Un monde futuriste? Non. Entrez dans le monde fantastique de Nintendo. Nintendo est une boîte qui a aujourd'hui plus de 120 ans d'âge, fondée en 1889. Et à cette époque, évidemment, les jeux vidéo électroniques n'existaient pas, donc elle s'est spécialisée dans la fabrication, dans la confection et la vente de Hanafuda, des petits jeux de cartes, des jeux de cartes à fleurs, qui étaient utilisés dans les tripots au Japon, dans les salles de jeux de cette époque. Et elle a commencé à faire fortune ensuite en se développant et en créant le premier jeu de cartes occidental, de type occidental, du Japon. Puis Nintendo a inventé aussi les jeux électroniques, les fameux Game & Watch avec les écrans LCD. Nintendo est le premier fabricant de jouets japonais à utiliser de l'électronique, de l'électricité dans ses jouets. Et c'est petit à petit, grâce à cette audace, que Nintendo s'est spécialisé et est devenu, on va dire, un leader du jeu et du jouet électronique. Ensuite, au début des années 70, avec l'arrivée de Pong, etc., ils ont vu ces technologies, bien entendu, arriver aux États-Unis. Ils ont été obligés d'attendre un petit peu, et 77 notamment, pour sortir leur première console. Et ça a été un carton, puisqu'ils ont réussi à produire ces machines à un prix très bas. Bon, c'était que des variantes de Pong, hein, donc on tournait assez vite en rond, mais au moins l'idée était là. Quand ils sortent en 83 la Famicom au Japon, alors c'est une console qui est prévue pour une petite durée de vie. Voilà, on va la vendre pendant 2-3 ans, on passera peut-être à autre chose après. Et finalement, leur plan ne va pas se dérouler comme prévu. En 85, il y a un phénomène de société. C'est comparable au Pac-Man de 1980 ou au Space Invaders de 78. Super Mario Bros, il va dépasser le cadre du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il va devenir iconique. Et à partir de là, il y a tous les éditeurs, tous les gens qui font du jeu vidéo au Japon qui vont se dire ah ouais non mais là ça a tellement explosé, c'est la machine elle est là pour un bon moment. Aux États-Unis, ça a fait un carton de la mort qui tue. Globalement, ils avaient plus de 90% du marché américain, ce qui est quand même vraiment énorme. Et donc là, effectivement, on est rentré à nouveau dans une ère de console, alors que vraiment toute l'industrie avait décidé que c'était terminé. Alors que tous les yeux restent rivés vers les États-Unis et l'avenir de la micro-informatique, une nouvelle révolution se prépare dès 1983 au Japon, grâce à Nintendo et sa console Famicom, rebaptisée NES en Occident. La console est arrivée fin 87, donc relativement tardivement. La console avait déjà 4 ans, c'est énorme hein, dans l'histoire du jeu vidéo, mais elle avait déjà 4 ans au Japon. Mais elle est arrivée en France, voilà, fin 87, à peu près au même moment, à 1 ou 2 mois près, avec la concurrence de Sega. On se dit quand même, c'est beau, quoi. Il y a plein de couleurs, les graphismes sont super bien foutus. La console de jeu fait son grand retour. Nintendo, déjà très populaire au Japon, débarque aux États-Unis, puis en Europe, et écoule sa console NES à plus de 62 millions d'exemplaires. Mario, Super Mario, c'est bien fait. Mega Man, Zelda, ça commence à ressembler un petit peu à des dessins animés, même si on en est encore une fois très loin. C'est une console 8 bits, et une console avec 16 couleurs à l'écran. Wow, 16 couleurs, truc de fou. On a profité d'une promotion un jour, à force de tanner ma mère, elle a acheté une NES. Et à partir de là, donc avec Mario et Castlevania, et à partir de là, c'était parti, quoi.
La console de jeux vidéo redevient à la mode auprès des joueurs du monde entier grâce à la qualité de ces jeux qui donne un nouveau souffle à l'industrie. Échange avec les copains, découverte du jeu vidéo à la japonaise. Et puis d'un seul coup, quand la NES s'est imposée, on a basculé et le jeu est devenu vraiment japonais. Et tous les jeux importants, pratiquement, qui arrivaient du Japon. La qualité japonaise, c'était vraiment d'avoir, bon, à quelques daubes près évidemment, c'est toujours d'avoir une maniabilité irréprochable pour Super Mario ou quasi irréprochable pour des jeux comme Mega Man ou Castlevania, etc. Bon, il y a toujours des bugs, tu passes à travers des trucs, bon, ça t'y peut rien. Mais le personnage ne glissait pas, le personnage sautait quand tu lui demandais de sauter, il n'y avait pas de bugs bizarres qui te faisaient perdre. Enfin, c'était vraiment le jeu vidéo confortable par rapport à l'Amstrad CPC. C'était des jeux qui avaient une maniabilité et une finesse dans le gameplay, dans le contrôle surtout, que n'avaient peu de jeux finalement. Un titre de chez Hudson Soft comme Lode Runner se vend à 500 000 exemplaires. Tortue Ninja, qui était un dessin animé qui cartonnait à l'époque, ou Dragon Ball avait leurs adaptations sur NES, et ça jouait énormément hein, dans l'affect pour cette console. Sorti tout droit des égouts du Bronx, les célèbres Tortues Ninja débarquent sur votre console Nintendo. Rob, tout bêtement, truc qui a marché sur un seul jeu, mais qui était une promesse de futur un peu, d'avoir un petit robot qui déplace des plateaux comme ça. C'était incroyable à l'époque. Avec Rob, le robot surdoué, vous êtes le maître de vos aventures. En tout cas, de mon côté, Nintendo a fait des choses que je trouvais plus intéressantes. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. Sega à l'époque ont fait une erreur assez monstre, c'est qu'au Japon ils ont une console prête qui est la SG-1000 pratiquement 11-10 mois avant Nintendo et ils la sortent pas. C'est limite, on pourrait comparer ça à une malédiction, ils la sortent en même temps que la Famicom. Alors bien sûr, elle va passer complètement inaperçue parce que Nintendo, eux, ils font parler d'eux et le prix est agressif. Sega, ils ont une machine qui est assez différente dans la conception. Ce qui procurait un avantage à Sega, c'est au niveau des couleurs notamment. C'était plutôt coloré, même si souvent il y avait quelques problèmes au niveau du scrolling ou au niveau des sprites, il y avait moins de facilité. Mais elle était quand même d'un bon niveau par rapport à la NES. Le problème, c'est que Sega, effectivement, au Japon, c'est considéré comme une boîte d'arcade. Ils n'ont pas du tout mis les moyens pour une sortie console. On n'a jamais su pourquoi, mais ils n'ont jamais réussi à marcher au Japon. Bon, ils avaient relativement un bon accueil sur la Master System en Europe. Pas trop aux États-Unis, mais en Europe, ils ont eu un bon succès. Sega a eu la présence d'esprit d'arriver au même moment, enfin, du moins même un petit peu plus rapidement que Nintendo en Europe et surtout en Angleterre, ce qui fait qu'ils ont réussi à récupérer quelque part de marché avant l'arrivée de Nintendo. Sega a mis beaucoup de moyens d'un point de vue marketing pour s'imposer, alors que sur les autres territoires, le mal était déjà fait, Nintendo avait déjà écrasé toute la concurrence. Les consoles commencent à revenir petit à petit en Europe grâce à Sega, avant qu'il y ait la NES. Et c'est pour ça qu'ils vont prendre en fait un avantage et avoir une base de fans avant que Nintendo n'ait les moyens d'arriver en Europe. Sega se fait une place dans cette première guerre des consoles avec 13 millions de Master System vendus. Sur la Master System, j'ai goûté les fabuleux Alex Kidd, R-Type, Space Harrier, Wonder Boy 2 et 3, enfin c'était... voilà. Donc j'étais autant Sega que Nintendo en fait. Et même peut-être un peu plus Sega parce qu'il n'y avait pas de jeux qui sortaient sur Nintendo. Sega, ils sortent plein de jeux qui ont l'air vachement bien et Nintendo, il y a un jeu par mois qui sort. Donc là, je me suis vraiment dit, il se passe quelque chose du côté de Sega. Sega, là où ils ont très bien joué, c'est qu'ils ont vu qu'ils avaient que leur machine pouvait plaire, que Sega commençait à être connu. Ils ont eu des très bons articles sur la Master System, sur la qualité de la console. Par contre, ils avaient cet avantage-là, c'est qu'ils avaient un catalogue de jeux d'arcade à adapter sur leur console très rapidement et qui avait déjà une image de marque. Alors, si on compare la NES à la Master System, il n'y a pas photo, la Master System était plus puissante. La NES avait une image qui bave, alors que la Master System était nette. Ça déjà, c'était quelque chose
qui se voyait à l'œil nu. Tu pouvais pas dire non. Voilà, la Master System était plus ambitieuse en termes de graphisme. Donc ça, je le voyais. Il y avait un personnage où on pouvait charger. Il envoyait des boules en fait. C'était un petit personnage qui courait. Et on pouvait charger son pouvoir en fait et envoyer une grosse boule. Donc un mini Kamehameha pour les amateurs de Dragon Ball Z. Et c'est pareil, c'était hyper nouveau. Le fait de rester appuyé sur le bouton et que ça fasse un autre truc, bah, à l'époque, personne n'y avait pensé, personne ne le faisait, ou en tout cas, je l'avais jamais vu. Et donc, c'était, en tant que gamin, c'était la révolution. Oh là là, c'est des génies, ces créateurs de jeux. Au milieu des années 80, si les consoles font un retour en force, les ordinateurs restent une valeur sûre pour un grand nombre de joueurs. Console ou ordinateur, chaque plateforme apporte au fur et à mesure des évolutions, des graphismes de plus en plus enrichis et de nouvelles innovations dans la manière de jouer. Pour moi, l'Amiga était la bécane ultime. Ça a été la machine qui, pour moi, a été la plus en avance sur son temps et la plus en adéquation avec son temps pendant le plus longtemps. Il y avait une créativité avec cette machine qui était fantastique et qu'on a ressenti dans les jeux, donc dans les musiques de jeux, dans les graphismes. C'était la machine qui était extrêmement prolifique. Il y a eu énormément de jeux sur Amiga. Je pense qu'un des plus emblématiques, ça a été Kick-Off, qui était un jeu de football qui était ultra dur à gérer. Parce que, bon, bah voilà, on parle de FIFA, tout ça, il y a des compétitions, mais Kick-Off, la balle, elle restait pas collée au pied du mec. Et non, il fallait courir derrière, se mettre dans l'axe et tout, c'était l'enfer. Quand on arrivait à mettre un but dans la soirée, on était un peu le roi du pétrole. Hein. Je me dis, bon, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'après, il n'y avait pas, sur Atari ST ou sur Amiga, il y avait beaucoup de jeux différents, des jeux d'aventure. Mais il manquait l'arcade. Si les consoles restent axées sur le jeu, les ordinateurs, via la programmation, permettent à certains jeunes passionnés de s'exprimer et de créer de nouveaux univers. Début des années 90. Une nouvelle génération de créatifs nourris par le cinéma fait entrer les codes du 7e art dans le jeu vidéo et repousse l'expérience et l'immersion du joueur. Le jeu vidéo a déjà 20 ans. Une première page se tourne et les joueurs se préparent déjà pour une nouvelle génération. Et la Mega Drive, c'était déjà la génération suivante. On passait du 8 bits au 16 bits. Techniquement, c'était nettement en avance par rapport à la NES. Et ils sont battus. À ce moment-là, Sega a commencé à arriver. Là où ils ont super bien joué, Sega, c'est qu'ils ont développé une console très rapidement. Ce qu'ils ont juste, en fait, un peu coupé les caractéristiques d'une de leurs cartes d'arcade et ils ont fait la Mega Drive avec. Quand la Mega Drive a été annoncée, la console était super chère par rapport à mon budget à l'époque. Les jeux au graphisme de plus en plus soignés se comptent par centaines, avec des prix bien plus abordables. Il faut compter 1000 francs pour une console et 200 francs pour un jeu. Et j'avais utilisé mon petit frère comme argument en disant « ça sera pour nous deux, faut le compter dans le budget, c'est important ». Donc déjà la vieille ruse. C'était vraiment pour nous la nouvelle génération. Là, pour le coup, on avait vraiment vu la différence. On n'avait pas de shoot 'em up qui étaient vraiment géniaux et la Mega Drive pour ça, c'était une console de folie. Des adaptations de jeux avec des gameplays un petit peu différents, un petit peu nouveaux. Et moi, ça m'éclatait vachement plus que l'univers de Mario, etc. Sonic, pour Sega, c'est en fait un constat. Ils ont vu au Japon ce que pouvait provoquer un personnage. Et Sega, en fait, il lance un concours interne de création de mascottes. Et Sonic est vraiment le parfait exemple du personnage créé par des Japonais qui soit en plus international. Atout majeur de la Mega Drive, Sega lance Sonic durant l'été 91 et voit les ventes de sa console exploser. Et d'un seul coup, il y avait ça en couleur à tous les sens, en expliquant que Sonic, c'était l'avenir et que le Mario était ringard. Quand il est arrivé à la rédaction, tout le monde trouvait ça magnifique. C'est vraiment une stratégie de Sega pour avoir un personnage fort, pour montrer sa marque. Le personnage, je le trouvais un peu quelconque, pour être très honnête, mais c'était vraiment la rapidité du gameplay qui a bien fonctionné sur moi. Je le trouvais hyper dynamique.
Et c'était le combo vitesse d'affichage et musique en fait. J'adorais les musiques de Sonic tout bêtement. Comme Pac-Man, c'est peut-être la meilleure création de mascotte au Japon. Et donc ils ont pu prendre de vitesse Nintendo et sortir donc une machine 16 bits, alors que Nintendo était à peine en train de commencer d'envisager la leur. Ils ont pu prendre vraiment Nintendo de vitesse. Oui, Sega était déjà là avec sa Sega Mega Drive, mais tout était déjà planifié. Ils savaient déjà évidemment en avance qu'ils allaient sortir la Super Nintendo en Europe. Ils savaient que de toute façon, peu importe que la Mega Drive se vende à tant de milliers d'exemplaires avant la sortie de leur propre console, ils savaient que le jour où la Super Nintendo sortirait, elle était tellement attendue que de toute façon, ils rattraperaient leur retard sans aucune difficulté. Donc Nintendo avait vraiment pas peur de la concurrence, ils savaient rien qu'avec un Super Mario World, ils arriveraient à faire la différence. Et la riposte de Nintendo ne se fait pas attendre. Le géant japonais lance la Super Famicom en 1990 au Japon. Puis 2 ans après, en Europe, sous le nom de Super Nintendo. Il y a eu l'arrivée de grands hits comme Super Mario Kart, qui est l'un des jeux les plus vendus de la console. Et puis évidemment Street Fighter 2 qui est sorti sur plein de consoles évidemment à cette époque, mais qui a été un carton bien sûr sur la Super Nintendo. Street Fighter 2, quand il est arrivé sur Super Nintendo, là c'était quand même autre chose. C'était dans nos souvenirs, en tout cas, c'était quasiment l'arcade. On arrivait quand même avec 6 boutons de coups différents, donc petit, moyen, fort pour les poings et pour les pieds. L'univers de Street Fighter 2 a été influencé par la culture japonaise et tous ces personnages ont été inspirés par les mangas et les animés. Avec son succès incroyable dans le monde entier, Street Fighter 2 a, à son tour, inspiré beaucoup d'autres jeux et, avec le temps, est devenu une œuvre référence qui a représenté le jeu vidéo japonais. Jusqu'à présent, on jouait à 2, on avançait, on tabassait des voyous. Là, c'est un contre 1, et puis surtout, il y a eu une dimension tactique qui est apparue. Depuis Pong, on avait un peu perdu cet aspect affrontement entre 2 joueurs qui est hyper compétitif. Là, tu avais 8 personnages différents, ils avaient tous leurs spécificités, chacun avait sa tactique. Et ça a vraiment ouvert le champ des possibles à l'affrontement. Certains jeux proposaient de jouer à 2, mais toujours en équipe. Avec Street Fighter 2, il a désormais été possible de jouer l'un contre l'autre, et très peu de jeux vidéo le proposaient à l'époque. C'est notamment ce qui a permis à ce jeu de connaître autant de succès. La Game Boy, quand elle est sortie, elle était déjà désuète. Elle utilisait déjà des technologies qui étaient complètement désuètes. On pouvait vraiment l'emporter partout, elle était transportable contrairement à la concurrence. Et ensuite, d'un point de vue ergonomie, l'écran était tellement économe qu'on pouvait vraiment jouer à cette console pendant des heures et des heures. Tetris, c'est l'essence même du jeu vidéo. C'est-à-dire que les règles sont compréhensibles par tous en 5 secondes, mais on peut y jouer pendant 5 ans, 10 ans, 50 ans. C'est le type même de jeu vidéo qui plaira encore dans 15 ans, dans 20 ans, parce que c'est indémodable, c'est jouable, et c'est surtout compréhensible par tous et fun. La Game Gear, c'est une console qui a été très rapidement conçue. Quand Nintendo montre la Game Boy, Sega est pris de vitesse. Ils n'avaient pas du tout pensé au marché de la portable. Et donc, ils conçoivent, à partir d'une base Master System, une console portable, donc ils vont nommer Game Gear. Sega vend 11 millions de Game Gear dans le monde, contre 118 millions de Game Boy pour Nintendo. Elle consomme beaucoup plus que la Game Boy, qui est une console noir et blanc et qui permet de se tenir 20, 25, voire des fois 30 heures sur un jeu. Là, on a 1h30, 2 heures de jeu avec 6 piles. Encore une fois, voilà, c'est une console qui techniquement est géniale, mais en tant que portable,
Ils sont loin d'être arrivés à ce que Nintendo a fait, quoi. Allez, prends-le. C'est quoi celui-là? L'autre, c'est le compilateur. Revenons au XXIe siècle, à l'heure des machines ultra puissantes et des jeux en 3D. Pourquoi certains continuent-ils de jouer à leurs anciens jeux et à les faire connaître à leurs enfants? C'est normal. Bravo, mon petit gars. C'est quelque chose que j'aurais voulu avoir avec mon père, que je n'ai pas eu et que j'éduque à mon fils. Voilà, de jouer avec lui, même si quelquefois c'est un peu dur parce que bon, il débute, mais bon, pareil, j'ai débuté et même s'il n'est pas content de temps à autre, le fait que je gagne, voilà, je lui dis entraîne-toi. Peut-être que ça te servira, peut-être que ça te servira pas, mais bon, au moins tu sauras de quoi tu parles quand on te parlera d'un Super Mario Bros ou d'un Tortue Ninja. Retrouver la passion des jeux anciens et transmettre aux plus jeunes cette culture des jeux vidéo, cela s'appelle le rétro gaming. Préserver, explorer et rejouer, c'est la devise depuis 20 ans de l'association Emo5, qui conserve et préserve ce patrimoine des arts numériques. C'est un mouvement qui commence à peu près dans les années 2000, d'abord porté par des nostalgiques qui vont simplement revenir en arrière sur leur passif de joueurs de jeux vidéo, se rappeler souvent avec émoi leurs premières heures passées sur leur première console, l'Atari 2600, la NES, la Super Nintendo, enfin peu importe. Et donc reviennent en arrière en se disant mais oh mon Dieu, j'ai vécu de tellement merveilleuses heures sur ma Super Nintendo, pourquoi l'ai-je revendu? Je suis fou. C'est surtout pas une mode, c'est un mouvement qui a pris naissance et qui continue encore de nos jours. On y trouve des jeunes, comme on le disait, de 12 ans, jusqu'à des personnes un petit peu plus âgées, comme moi, qui ont 40-50 ans. Et avec eux, on a le même dialogue, on a le même discours, on a la même racine émotionnelle qui plonge dans ces jeux vidéo et avec lequel on va pouvoir s'exprimer très humainement, finalement. C'est ça qui est formidable. Dans la lecture d'un jeu vidéo, c'est avant tout une œuvre humaine. La culture et les souvenirs du jeu vidéo passent aussi par les bornes d'arcade, comme chez Neo Legend. Fondé par 3 passionnés de rétro gaming, ils fabriquent sur mesure la borne d'arcade de vos rêves. L'univers des bornes d'arcade fait évidemment partie du rétro gaming, puisque la base du rétro gaming, quand on y jouait, c'était sur les bornes d'arcade qu'il y avait dans les salles de jeu. C'est qu'après que ça a été adapté sur les consoles de salon. On a différents types de clients. D'ailleurs, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on a effectivement les gens qui ont pu connaître les salles de jeu, qui ont joué sur des bornes d'arcade et qui veulent retrouver cette sensation, ce côté authentique, ce côté jouer sur la machine. Et on a d'autres clients qui n'ont pas forcément connu ça, qui l'ont vu de loin, qui ont plus même joué sur des consoles de salon. Les gens veulent retrouver un intérêt autre, différent de ce qu'on a aujourd'hui. Donc on a aussi des gens qui découvrent, qui redécouvrent des jeux qu'ils ont eus, qui en découvrent d'autres et qui s'aperçoivent qu'il y a une bibliothèque de jeux assez importante et un catalogue qu'il ne faut pas oublier et qui est différent de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais comment expliquer que cette culture du rétro gaming aux graphismes anciens puisse séduire les jeunes générations qui ne l'ont pas connu? On peut trouver du charme à quelque chose qui n'est plus dans nos codes esthétiques d'aujourd'hui ou qui n'a plus d'utilité. Même si on est un fan d'art contemporain, on peut toujours trouver que la peinture de Rembrandt est extraordinaire. Et même s'il représente des choses qui n'existent plus, un monde flottant qui a disparu et qui n'est plus le nôtre, on est capable de pouvoir trouver de la beauté là-dedans. Donc à partir de ce moment-là, on peut trouver du charme à l'effet rétro. Et donc le jeu et donc le rétro gaming, c'est ça, c'est le fait de dire la technologie a évolué, mais l'esthétique que ça a créé, le plaisir qu'on a trouvé peuvent durer à travers le temps. Et c'est ce qui fait le charme d'un jeu qui, même si c'est pas celui auquel nos enfants joueraient directement, si nous on y a joué, on peut leur transmettre et donc on peut avoir cette passion du rétro gaming. Dis-moi, c'est vraiment fantastique les jeux vidéo. Je découvre seulement, mais je m'amuse comme une folle. Mais Hector est un peu compliqué. Il y a des jeux, regarde, je te montre ça ici. Il y a ce jeu-là, c'est un cosmonaute qui défend la Terre. Ah oui ? Contre des méchants extraterrestres qui veulent la démolir, comme d'habitude. Dans les années 80, Internet n'existait pas. Et la télévision n'était pas forcément la meilleure source d'information pour les joueurs de l'époque. Il y a ce petit jeu, le Qbert, qui permet de devenir beaucoup plus intelligent. Un jour, j'arrive chez le libraire et je trouve
pour acheter mes BD habituels et il y avait un magazine sur les jeux vidéo. Je ne crois pas à ça. Alors je me suis jeté dessus, c'était Tilt, le tout premier magazine de jeux vidéo. La presse à l'époque, c'était le seul vecteur d'information pour un passionné de jeu. Donc si on remonte dans les années 80, bon alors il n'y a pas Internet, on n'a rien comme émission à la télé pour nous parler de ça. Donc il y a des éditeurs qui se mettent à se lancer en essayant un peu de faire des magazines style Tilt, mais cette fois avec plus un ton, j'ai envie de dire jeune, mais c'était plus vraiment un ton passionné. C'est-à-dire que là vraiment ils vont engager des gamers qui vont réellement développer une presse, donc je pense à Génération 4, je pense à Joystick, etc. Donc c'est vraiment un énorme phénomène et c'est pour ça qu'on est vraiment dans un âge d'or, ça se vend beaucoup, tout le monde achète des magazines, c'est le seul moyen encore à l'époque pour avoir l'actualité du jeu vidéo. Tous les gens qui ont connu les années 80-90, le magazine c'était un truc incontournable. On a découvert qu'il y avait encore plus de machines que ce qu'on pensait qu'il existait. On a découvert qu'il y avait beaucoup plus de jeux que ce qu'on pensait. Un magazine, les gens, et moi aussi quand j'étais lecteur, ils le lisaient de la première à la dernière ligne et ils le relisaient, ils regardaient les photos 50 fois. C'est un morceau de mémoire de son loisir préféré. Là, on dépasse le cadre de loisir, on est vraiment dans la passion. S'il y avait un triptyque basique en général dans les magazines de jeux vidéo, c'était donc tout ce qui est preview, tout ce qui est test et tout ce qui est trucs et astuces. Pour tout ce qui est astuces de jeu, on a eu deux problématiques quand on était gamin. C'est que soit on avait un pote qui pouvait débloquer le niveau parce qu'il était un peu plus fort, il avait compris comment ça marchait, etc. Soit c'était très bien expliqué dans un magazine, où ils avaient un cheat mode, ce qui pouvait aussi arriver. Le fameux au bas gauche-droite, on l'a tous connu, c'était un peu des formules magiques pour nous. Lorsqu'on était coincé sur un jeu, c'était soit on attendait une soluce dans le dernier Nintendo Player ou le dernier Joypad qui allait sortir en espérant qu'ils allaient faire un article dessus, soit on appelait l'Outline Nintendo ou Maître Sega en leur disant « Je suis coincé à tel endroit, comment que je fais ?» « T'inquiète pas mon petit, je vais t'aider. » Bonjour, ici Mario, quel est votre problème? Rappelons que les téléphones portables et les aides automatiques intégrées aux consoles n'existaient pas non plus. Seul moyen de se sortir d'un jeu, appeler SOS Nintendo ou Maître Sega, moyennant un appel surtaxé, l'autorisation de ses parents et à condition de parler le même langage. Descend falaise. Vous l'avez fait aussi? Oui, mais avant on était allé voir les cannibales. On a essayé de dialoguer avec eux pour prendre la clé et on s'est mangé. Avec la sorcière, il n'y a pas de dialogue parce qu'elle aime la musique. Ok, ça fait longtemps que vous êtes dessus? Ça fait 2 ans, au minimum 2 ans, oui. 2 ans? Enfin, pas tous les jours. Hein. Oui, bien sûr. Et après, ça s'est cassé la figure. Pourquoi? Bon, il y a eu l'Internet. Il y a eu l'Internet qui a tout balayé. Moi, j'ai commencé à bosser sur Internet en 1998 et à l'époque, on voyait ça comme un complément en fait des magazines. On ne voyait pas ça comme un concurrent en se disant on va enfin pouvoir montrer des images plus grandes aux gens, on va enfin pouvoir leur faire écouter des sons, etc. Donc là, les gens vont commencer à s'apercevoir qu'on peut avoir une actualité au jour le jour. On est plus dans l'immédiateté, donc on va avoir une news sur un jeu, hop, on tape son nom sur Internet, on a la dernière news. Ah bah si ça fait plus de 15 lignes, oh, c'est un pavé, hop, je me barre, je zappe, je vais ailleurs. L'info d'hier, qu'à 24 heures, c'est déjà archi has-been, c'est dépassé, on peut même plus en entendre parler. Ça n'a vraiment plus rien à voir. L'erreur de la Saturn, chez Sega, c'est vraiment quelque chose qui est dans leur ADN. Ils vont concevoir la Saturn en fait comme si c'était une machine d'arcade. C'est-à-dire qu'ils vont mettre tout un tas de processeurs. Résultat, c'est une machine qui va être chère à concevoir, puisque plus il y a de composants dans une machine, plus elle est difficile à fabriquer. Dès l'été 1995, une nouvelle génération de consoles sort sur le marché. Sega entre en premier dans la course avec sa nouvelle console, la Saturn, déjà sortie 1 an plus tôt au Japon. Quand la Saturn est sortie, elle a déçu beaucoup de monde parce que la 3D qui était possible dessus n'était pas fantastique. Et Sega, en fait, a essayé au dernier moment de changer un peu le hardware pour aller concurrencer la PlayStation. Mais c'était une console à la base qui était faite pour faire de la 2D, en fait. C'était fait pour adapter les d'arcade de Sega. Les adaptations d'arcade en 3D, du coup, quand les jeux d'arcade 3D, eux, sont arrivés, bah, elles étaient pourries sur cette machine. Mais c'était vraiment très moche. C'est-à-dire que là, on n'était pas dupes, on se disait, ok, la machine, elle n'y arrivera pas, c'est pas possible. Et Sega, ils n'ont pas du tout les outils et une console prévue pour la 3D. Donc ils vont devoir faire avec ce qu'ils ont et ça va poser beaucoup de problèmes chez Sega parce que c'est difficile de développer sur une Saturn.
c'était pas du coup une machine qui s'est retrouvée dans l'air du temps. Donc c'était une bonne bécane, il y avait des bons jeux. Il y a eu les Panzer Dragoon qui étaient des jeux qui ont marqué quand même pas mal de monde. J'ai eu peut-être 5-6 jeux sur cette machine seulement avant de me rendre compte que je l'allume pas tellement, je suis quand même plus sur la PlayStation. Et c'était un petit peu un crève-cœur parce que Sega, c'était un peu ma marque fétiche. Du coup, à l'époque, Sony, c'était un peu le newcomer. Ce qui va vraiment transformer tout ça, c'est l'arrivée de Sony sur le jeu vidéo en France. Moi, je l'ai vraiment vécu parce qu'à l'époque, je bossais déjà dans le milieu. Et en septembre 95, il y a eu une révolution pour nous qui jouions avant cette date. Dans l'inconscient collectif, Sony, qui rentrait dans le domaine du jeu vidéo, c'était totalement improbable. C'est comme si on vous disait aujourd'hui, Peugeot va faire des consoles. C'est un peu exagéré ce que je dis, mais c'est un peu ça. À l'époque, personne n'y croyait. La vision de Sony à l'époque, c'était de se dire, ok, nous on a conquis les jeunes à travers le CD audio, qui est devenu le support, le média de prédilection pour écouter de la musique. Mais il y a quand même quelque chose qui nous permettrait de vendre des télévisions aussi, et tout en nous adressant à des jeunes, c'est le jeu vidéo. Ken Kutaragi, donc, qui était, qu'on connaissait pas, qui était l'ingénieur, inventeur, fondateur, géniteur de la technologie PlayStation, et qui nous avait dit, voilà, la PlayStation, c'est un lancement hyper stratégique pour Sony. Bon, peut-être. Et puis, il nous a dit, c'est pas ça marche ou ça marche pas, c'est ça marchera. Donc on mettra les moyens qu'il faut, mais ça marchera. Il voulait plus s'adresser seulement aux enfants, mais s'adresser enfin à toute une génération de gens qui n'avaient peut-être pas connu le jeu vidéo. Il s'est dit, aujourd'hui le jeu vidéo, moi, j'ai envie de le démocratiser, j'ai envie d'en faire un média pour tous. Et on n'est jamais mieux diverti que par soi-même. Mon signe de richesse intérieure, je joue, donc je suis. Sony a fait extrêmement fort en proposant la PlayStation avec un réseau de distribution qui était considérablement allégé, des prix des jeux qui étaient aussi bien moins chers que les cartouches. Enfin bref, une stratégie qui était tellement bien pensée que personne n'a vu venir Sony. Même Sega n'a pas vu venir Sony d'ailleurs. Et ils arrivent avec la 3D qui produit des images plus réalistes, avec de la profondeur. On a de la mémoire, un processeur central, un processeur 3D, un processeur son, et c'est tout. Avec Resident Evil, nous avons réussi à créer un nouveau genre qu'on appelle le survival horror. Quand le jeu est sorti en 1996, les joueurs nous disaient qu'ils avaient eu très peur et qu'ils avaient ressenti les mêmes sensations qu'un film au cinéma. Grâce à cela, le jeu a été un très gros succès pour Capcom et son univers a par la suite influencé beaucoup d'autres concepteurs de jeux vidéo du monde entier. Quand la PlayStation est arrivée, ça a été vraiment la claque. Je pense des claques qu'on prend une fois, peut-être 2 fois dans sa vie de gamer, parce que c'était de la 3D à une vitesse incroyable, une finesse incroyable pour l'époque, et la première fois qu'on lançait Ridge Racer sur PlayStation, c'était la révolution. C'était un truc qu'on n'espérait même pas avoir à la maison 2 ans avant. Et j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai bien fait, parce que je me suis amusé sur des jeux style Tekken, Toshiden, alors que j'avais découvert en arcade Tekken. Mais je me suis dit, avoir ça à la maison, quelle claque. Une révolution complète, et les gens se disaient, ah ouais, donc en fait ce qu'on voit dans les salles d'arcade, puisque à l'époque les gens allaient jouer à des jeux de qualité dans les salles d'arcade, ce qu'on voit dans une salle d'arcade, en fait on peut l'avoir chez soi. Et là, à partir de septembre 95, c'est devenu cool de jouer aux jeux vidéo. Ça a été vraiment la révolution médiatique. Sony a imposé le jeu vidéo à coups de millions, hein, mais à partir de là, les jeux vidéo étaient fashion. Ça n'arrivait jamais avant. Soit les médias n'en parlaient pas, soit les stars disaient pas qu'elles jouaient, bon, parce qu'elles connaissaient pas les jeux vidéo, et celles qui connaissaient, l'agent disait non, attends, on va te prendre pour un con. Non, dis, tu fais du sport, c'est bien. On a communiqué effectivement de manière relativement homogène dans le monde entier, même si en Europe, on a eu une communication assez particulière. Mes chers compatriotes, bonjour, je vous parle en direct du Cap, le comité anti-PlayStation. On avait fait toute une communication derrière à travers un personnage qui était un peu emblématique, qui aujourd'hui serait assez mal vu, qui ressemblait un peu à un dictateur.
et qui était là pour dénoncer les méfaits de la PlayStation, donc qui mettait en garde les parents en disant attention, ne l'achetez pas, c'est hyper dangereux, ça va corrompre vos enfants, ça va corrompre votre mari, votre copain. Si vous faites rentrer le démon chez vous, c'est la fin du monde. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. On pourrait croire que c'est une simple rôtissoire, mais dedans, c'est le tourne-dos de la mort. Donc toute la communication s'est faite autour de ça. Évidemment, c'était extrêmement nouveau dans le jeu vidéo, puisque avant on avait plutôt l'habitude d'être challengé. Hein. Oh le tigre, trop fort. Et on a ciblé à travers cette communication-là plutôt les 15-25, plutôt des gens qui étaient de jeunes adultes. Les jeunes adultes ont adhéré en fait à cette communication et au produit. Tout de suite, ont vu, se sont dit ah ouais, ok, la PlayStation c'est pour moi. Ça a été un grand choc, un grand boom dans l'industrie du jeu vidéo, puisque voilà, pour la première fois, on était 3 industriels et non plus 2 qui se partageaient le marché jusque-là. Et Nintendo, en fait, à l'annonce de Sony dans l'entrée du jeu vidéo, ils ont pas vraiment eu peur. Ils étaient dans une position tellement dominante avec la Super Nintendo qui écrasait évidemment toute la concurrence, qu'ils se sont dit de toute façon notre prochain projet, la Nintendo 64, ça va suivre la lignée des 2 précédentes générations, on va écraser tout le monde. Donc ils ne se sont pas inquiétés du tout, ni de Sega qui n'était toujours pas un concurrent, et ils se sont dit finalement Sony c'est un Sega de plus, après tout ils vont pas forcément cartonner. Nintendo met 2 ans à répondre à Sony et lance en France dès 1997 la Nintendo 64. Nintendo voyait toujours un avantage certain avec ses cartouches plutôt que les lecteurs CD-ROM. Donc forcément, dans l'esprit des joueurs, la Nintendo 64 a un petit peu moins marqué, elle faisait un peu plus jouet. Malgré 64 millions de consoles écoulées et des titres phares, la Nintendo 64 ne rattrape pas l'avance prise par Sony et ses 104 millions de PlayStation vendus dans le monde. Ce succès propulse les jeux vidéo dans une nouvelle ère et jouer devient désormais à la mode. Mais à l'aube des années 2000, de nouvelles générations de machines s'apprêtent à débarquer et avec elles de nouvelles manières de jouer. Si les jeux vidéo sont un loisir, pourront-ils aussi devenir votre futur métier? Les smartphones remplaceront-ils nos consoles de jeux et vivons-nous la dernière génération des consoles de salon? Les jeux vidéo tournent une page de leur histoire et s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre de leur grande épopée. Marie-Lou s'amuse beaucoup quand elle fait son algèbre. François Bellil termine les plans de magasin. Ils font tout ça et plus encore avec un Commodore 64. Eric a un problème de géographie, mais il trouve la réponse à l'écran. Commodore met l'ordinateur à la portée de tous. Take your 20 to the next level. His name is Robert Paulson.